Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On nous amène du côté de l'Ukraine, toujours à Kiev, où pour la première fois, en fait, on va revenir sur la visite, la toute première visite d'Emmanuel Macron, le président français, d'Olaf Scholz, chancelier allemand, de Mario Draghi, le gouverneur, le chef du conseil italien, et le président roumain Klaus Iohannis. Alors, c'est la première fois que, notamment Mario Draghi, Emmanuel Macron et Olaf Scholz se rendaient à Kiev depuis l'invasion ukrainienne par la Russie le 24 février dernier. Alors, ce que l'on peut retenir de cette visite, c'est beaucoup plus des symboles, parce qu'il n'y a pas eu de véritables déclarations, de véritables avancées, dans le sens où on va sentir sur le terrain un véritable appui de l'Europe. J'ai vu que sur France 24, les Ukrainiens ont inventé un verbe, le verbe macroner. Tu dis des choses sans jamais rien faire. Bon, en fait, il faut savoir que les Ukrainiens en ce moment, il faut leur reconnaître une chose, c'est que ce sont de formidables communicants. Ils ont très bien su manœuvrer sur le plan médiatique depuis le 24 février dernier, et c'est ce qui fait que ils font toujours tout pour s'attirer la sympathie des pouvoirs publics, des opinions publiques des pays occidentaux. Et ça permet, si tu veux, à Volodymyr Zelensky de surfer sur l'émotion pour permettre de mettre un peu la pression sur les gouvernements. C'est ce qu'il n'a cessé de faire, que ce soit envers Emmanuel Macron, justement, auquel il reprochait d'abord de ne pas en faire suffisamment sur le plan militaire, de ne pas fournir suffisamment d'armes à l'Ukraine, même si Emmanuel Macron avait annoncé que sur les 12 canons César, ces canons motoporteurs que la France a de conception française qui ont une portée qui vont jusqu'à 70 km, même si la France a annoncé déjà avoir envoyé une douzaine de canons César, Emmanuel Macron, au cours de ce déplacement, a annoncé qu'il avait donné l'ordre d'augmenter 6 autres canons César aux 12 déjà envoyés en Ukraine. Et puis il y a aussi Olaf Scholz qui a été critiqué. D'abord sur le fait que les armes qu'il avait envoyées n'étaient pas des armes de bonne qualité, il faut le dire. Il faut savoir que l'Allemagne n'est pas une puissance militaire, et donc les stocks d'armes qu'elle dispose, ce ne sont pas des stocks de dernière génération. Les premières armes qu'elle avait envoyées, c'était les armes dont elle disposait de l'époque où une partie de l'Allemagne était encore sous l'Empire soviétique. Et donc c'était des vieilles armes, c'était de vieilles munitions de l'ère soviétique qu'on avait envoyées. Et puis l'Allemagne, enfin l'opinion publique, sous la pression de l'Ukraine, a commencé à demander à Olaf Scholz d'en faire un peu plus. Et donc, ce n'est que maintenant que l'Allemagne a décidé d'envoyer maintenant des armes lourdes, notamment des chars, en vue d'aider un peu cette armée ukrainienne qui, il faut le dire, perd du terrain, notamment dans le Donbass. Et puis, à côté, pour le président roumain, ce déplacement aussi était un moyen aussi pour continuer à affirmer du côté de l'Union européenne, parce que la Roumanie fait partie de l'Union européenne, son soutien à l'Ukraine, parce qu'il faut savoir que la Roumanie est frontalière de l'Ukraine et des millions d'Ukrainiens ont traversé notamment la frontière et se retrouvent aujourd'hui du côté de la Roumanie, où ils sont pris en charge, et même il y a des fonds européens qui ont été alloués pour aider justement la Roumanie à faire face à cette vague de migrants, enfin cette vague de réfugiés ukrainiens. Et puis à côté de ça, il faut savoir que les États-Unis et la France ont renforcé, si tu veux, leur présence militaire en Roumanie, puisque la France a envoyé un contingent supplémentaire de 500 soldats qui sont stationnés à la frontière avec l'Ukraine, parce qu'ils craignent qu'il y ait un possible débordement avec un risque d'invasion aussi de la Roumanie, même si on sait pertinemment que cela ne va pas arriver, et que c'est beaucoup plus dans une espèce de communication vis-à-vis de la Russie pour pouvoir dire que, en tout cas, on est prêt si vous avez une velléité d'invasion qui dépasse les frontières de l'Ukraine et qui attaque un pays de l'Union européenne, la Roumanie aussi, qui fait partie de l'OTAN, pourrait réagir. Mais ça, c'est une autre chose. Et donc, quand je disais que cette visite est beaucoup plus symbolique, c'est parce que les 4 chefs d'État européens ont apporté leur accord pour accorder le statut
à l'Ukraine de candidat à l'Union européenne. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous avez le statut de candidat que vous allez automatiquement adhérer à l'Union européenne. Non, ça veut donc dire que l'Union européenne accepte votre candidature et va commencer à travailler avec vous pour vous permettre d'avoir des standards sur le plan macroéconomique ou sur le plan social, sur le plan politique et autres, des standards qui soient aux normes européennes. Et une fois que vous aurez atteint ces standards européens-là, c'est à ce moment-là que l'on peut maintenant examiner votre probable entrée en tant que membre de l'Union européenne. Donc, étant donné la situation de l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie, eh bien, ce n'est pas pour demain que ces standards-là pourront être atteints, et donc ce n'est pas pour demain que l'Ukraine sera européenne, sera membre de l'Union européenne. Par contre, sur un plan politique, sur un plan médiatique, effectivement, c'est une annonce qui est forte. Mais c'est la raison pour laquelle, au même moment, les autorités russes ont relativisé cette annonce de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils ont tout simplement fait savoir que c'était un déplacement pour rien, puisque les Européens sont venus avec rien aux Ukrainiens, étant donné qu'ils sont venus avec des déclarations de bonnes intentions, ils sont venus avec des mots forts, notamment lorsqu'ils ont visité la ville d'Irpin. Il faut savoir que déjà, ils sont arrivés en Ukraine par train, ils sont partis de la Pologne et donc les trois chefs d'État, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi, ne pouvaient pas prendre les airs puisque la Russie bloque totalement l'espace aérien ukrainien, et donc ils ont dû utiliser la seule ligne de chemin de fer qui permet de rallier Kiev à un pays extérieur, en l'occurrence la Pologne. Et donc, une fois arrivés à Kiev, ils ont d'abord bifurqué par Irpin, l'une des villes les plus bombardées, avec notamment la ville de Mariupol par l'armée russe. Et à partir de là, ils ont visité la ville, puis sont revenus à Kiev. Et là, ils ont rencontré Volodymyr Zelensky, avec lequel ils ont déjeuné. Et à l'issue de ce déjeuner-là, ils ont également, dans l'après-midi d'hier, fait une conférence de presse dans laquelle ils annonçaient solennellement le fait qu'ils allaient soutenir aussi le fait que l'Ukraine soit un candidat. Mais ça ne veut pas aussi dire que c'est automatique. J'avais oublié de dire qu'il faudrait que les 27 pays membres de l'Union européenne soient d'accord sur le fait d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'entrée à l'Union européenne. Mais pour ça, je crois qu'il n'y a aucune difficulté. Je pense que les 27 seront d'accord pour accorder ce statut à l'Ukraine. Par contre, dans la même journée, les Russes ont fait savoir qu'ils allaient baisser de 60% la livraison de gaz par l'oléoduc Nord Stream. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient que, d'abord, il faut savoir qu'avant le début de la guerre, il y avait 167 millions de mètres cubes par jour qui partaient de Russie via l'oléoduc Nord Stream vers l'Europe. Et depuis le 24 février, on a vu une baisse de cette quantité de gaz livré. On est passé à 100 mètres cubes par jour. Et donc hier, les autorités russes ont annoncé qu'ils devaient donc baisser de nouveau cette livraison-là à 67 millions de mètres cubes par jour. La raison invoquée est que le géant russe Gazprom a estimé que les compresseurs, c'est-à-dire ces appareils qui devaient permettre de charger le gaz dans les éoliennes, qui sont de marque Siemens, ce sont des marques allemandes, des compresseurs qui devaient faire l'objet de maintenance, des compresseurs de Nord Stream qui devaient faire l'objet de maintenance, ont été envoyés au Canada pour être réparés. Et donc, le Canada qui applique des sanctions contre la Russie, le Canada, il faut savoir que le gouvernement de Justin Trudeau avait pris une décision dans laquelle il y a 28 services que les entreprises canadiennes n'ont plus le droit d'offrir aux entreprises minières et gazières et pétrolières russes. Et donc, dans ces 28 services qui sont interdits, il y a justement la réparation de ces compresseurs. Or, les 10 compresseurs étaient arrivés au Canada avant le 24 février. Et donc, ces compresseurs sont bloqués au Canada du fait de l'invasion. Et donc, les Russes disent que puisqu'ils n'ont pas ces compresseurs, et donc ils ne seront plus en capacité d'honorer leur engagement de livraison de gaz à l'Europe. Et donc, s'ils coupent le compresseur, on fait baisser, ça pour effet mécanique, de baisser la quantité de gaz livré en Europe. Et donc là,
les Allemands se sont offusqués en disant une fois de plus que c'était une stratégie trouvée par les Russes pour violer ses engagements. Derrière, il y avait plutôt une volonté, en baissant, si tu veux, la quantité de gaz livré. Mais les Allemands n'ont qu'à livrer d'autres compresseurs à la Russie, c'est simple. Mais il y a les sanctions. Voilà, mais il y a les sanctions. Donc, les Allemands ne veulent pas livrer d'autres compresseurs. Ils disent que ce n'est pas de leur fait. La maintenance de compresseurs n'incombait pas aux entreprises allemandes et que c'est le compresseur, il est au Canada. Et le Canada dit qu'eux, ils appliquent les sanctions et donc, ils ne livreront pas ces compresseurs-là à la Russie. Et donc, la Russie dit que faute de compresseurs, elle ne peut plus honorer ses engagements. Donc, les 100 mètres cubes même qu'elle envoyait, elle ne peut plus les envoyer. Donc, on diminue à 67 mètres cubes. Et donc, les Allemands disent qu'au contraire, c'est une stratégie trouvée par Gazprom pour justement mettre de la pression sur le marché des gaz. Parce que le fait que la quantité de gaz mise sur le marché par Gazprom diminue, eh ben, ça va créer un peu plus de pression sur l'offre. Et donc, ça va encore une fois de plus augmenter les prix. Et donc, derrière, qui va continuer à gagner? Ce sont les Russes. Et donc, pour eux, les Allemands estiment même que même si ce compresseur-là n'était pas fonctionnel, les Russes n'avaient pas besoin de diminuer jusqu'à 67 millions de mètres cubes par jour et que l'absence de ce compresseur-là aurait permis quand même d'envoyer un peu plus. Et donc, pour eux, le fait que l'on diminue à 67 millions de mètres cubes par jour, eh ben, c'est une volonté de la part des Russes de mettre un peu plus de chantage, de mettre de la pression sur les Allemands pour les inciter, évidemment, à essayer de lever les sanctions. Et donc, évidemment, ça, les Russes sont restés particulièrement droits dans leurs bottes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Allemagne, notamment, par exemple, qui importait 55% de son gaz en Russie, va voir ce niveau d'importation-là baisser à 35% avec le risque encore de voir ces importations-là baisser davantage alors qu'elle n'a toujours pas résolu le problème de substitution du gaz russe par un autre gaz, qu'il soit un gaz du Moyen-Orient ou encore des États-Unis ou du Canada. Et donc tout ça fait qu'il y a à la fois cette opinion publique, enfin le gouvernement allemand qui est un peu pris en étau entre sa volonté de vouloir, en fait, de suivre l'opinion publique allemande qui est très majoritairement favorable aux sanctions contre la Russie, mais il y a aussi de l'autre côté les entreprises allemandes qui sont plutôt favorables à ce que cette situation puisse véritablement s'arrêter le plus vite possible parce que les prix de l'énergie ne cessent de grimper de manière exponentielle et ça asphyxie, si tu veux, les entreprises allemandes qui ont de plus en plus du mal à tenir les deux bouts parce que cela ne fait que rogner leur marge. Hein. Elles reçoivent très peu d'aide de la part du gouvernement allemand parce que le gouvernement allemand ne veut plus augmenter de la dette à cause des raisons liées notamment à l'inflation et le fait que cette inflation-là soit totalement hors de contrôle. Le gouvernement allemand estime qu'il a suffisamment fait et donc c'est un peu aux entreprises de trouver, si tu veux, de prendre le relais, de trouver des solutions pour pouvoir essayer de lutter contre cette inflation et donc cette inflation qui est liée notamment à la pression, à la guerre en Ukraine qui met de la pression, qui cause des incertitudes, qui, elle, augmente, qui joue sur le prix de ces matières premières énergétiques. Et donc, tout ça fait que Olaf Scholz, même si le chancelier à Kiev dit qu'il soutient l'Ukraine et qu'ils veulent soutenir l'Ukraine à tout prix jusqu'à ce qu'ils arrivent à la victoire, mais en face, il y a aussi une réalité économique qui est là, qui est que les ratios économiques allemands ne cessent de se dégrader et cette diminution encore davantage des importations de gaz russe vers l'Allemagne ne vont faire qu'empirer les choses parce que on le sait, déjà le gaz de schiste américain ne suffira pas parce que les Allemands n'ont pas encore suffisamment de terminaux en capacité d'accueillir les méthaniers américains. Et puis, deuxièmement, le raffinage, enfin, ou l'utilisation de ce gaz-là demande des équipements qui sont spécifiques au gaz de schiste. Or, si tu veux, l'industrie allemande, jusqu'à présent, avait des équipements qui étaient certainement adaptés au gaz russe. Donc, tout ça fait que
la situation économique de l'Allemagne se dégrade, y compris pour celle de la France, parce qu'il y a eu un chiffre qui est sorti concernant, par exemple, le pétrole. Rien que depuis le début du conflit, l'Europe a acheté pour 93 milliards d'euros de pétrole russe, et dans ces 93 milliards de pétrole russe, la France est devenue le plus gros importateur de pétrole russe. Donc, la France qui dit qu'elle maintient le dialogue elle maintient le contact avec Vladimir Poutine, la France qui dit qu'elle soutient l'Ukraine à 100% et qu'elle veut sortir de la dépendance du pétrole russe d'ici la fin de l'année, la France augmente ses importations de gaz russe. Donc, tout ça fait que, d'un côté, voilà pourquoi je disais que cette visite de chef d'État européen a beaucoup plus l'air de symbole, parce que derrière, sur le terrain, on ne voit pas réellement le soutien militaire des Européens face aux Ukrainiens au regard des convenus militaires que les Ukrainiens ne font qu'avoir sur le terrain, d'une part, et deuxièmement, on ne voit pas la diminution des importations de pétrole ou de gaz russe de la part de ces Occidentaux, en dépit des annonces qu'ils font concernant une volonté de vouloir se substituer totalement ou se passer totalement du pétrole et du gaz russe d'ici la fin de l'année. On verra les 26 et 28 juillet prochains, lors du prochain sommet européen, quelles seront les conclusions de ce sommet. Et je crois que c'est là aussi que sera examinée la demande de candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5.